De la sincérité des déclarations. Écoutez, j'en sais rien, mais enfin, ça veut dire qu'ils sont quand même pas très compétents, parce que s'ils n'arrivent pas, après les carrières qu'ils ont fait, avec les indemnités qui sont versées comme Premier ministre, à se constituer un patrimoine, c'est qu'a priori, ils sont assez mauvais pour diriger leur propre vie, et donc peut-être pour diriger la France. Écoutez, c'est quand même étonnant. Moi, on vient me demander de me justifier sur quelque chose dont je suis absolument pas coupable, d'un de mes amis qui aurait, quand je le connaissais pas, il y a 25 ans, ouvert un compte à son client, M. Cahuzac. Et en revanche, quelqu'un qui a été condamné il y a 15 ans, mais qui est Premier ministre, quelqu'un qui est à la tête du Parti Socialiste, qui a été condamné 2 fois, récidiviste quand même, à ceux-là, on ne pourrait pas leur rappeler leur condamnation. J'aimerais savoir pourquoi. Quand on voit la liste de tous les responsables politiques qui sont condamnés, qui ont été condamnés et qui sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité, mais je veux dire, on rêve. Rien qu'au Parti Socialiste, M. Hérault, condamné, dirige le gouvernement, M. Désir, condamné, dirige le Parti Socialiste. Ces services publics, cette réponse au public que doit faire un État qui protège, aujourd'hui est en voie de disparition. Alors même que les Français, eux, continuent à payer de plus en plus d'impôts et de plus en plus de taxes. C'est ça le problème, M. Bourdin, c'est qu'on paye de plus en plus d'impôts et parallèlement, on a de moins en moins de services. Il y a moins de police, il y a moins de justice, il y a moins d'armée, il y a moins de maternité, il y a moins d'écoles. Parce qu'honnêtement, combien de Français se lèvent le matin en se disant ma préoccupation principale, c'est que les homosexuels puissent se marier et adopter des enfants. Il y en a quoi, 100, 400, 500, alors qu'il y a 65 millions de gens qui se réveillent en disant comment est-ce qu'on va travailler, comment est-ce qu'on va garder notre boulot, comment est-ce qu'on va manger, comment est-ce que je vais payer ma facture d'électricité et comment je vais sortir dans la rue sans être agressé à tous les coins de rue. Voilà, c'est ça le vrai problème. Ce que j'appelle le gaucho-laxisme dans la gestion de l'insécurité où en permanence le délinquant doit faire l'objet de la plus grande considération quand la victime n'a qu'à se faire discrète. Ce gaucho-laxisme qui fait dire à Mme Taubira que la prison n'est pas la solution, que la solution c'est la compréhension à l'égard des criminels, etc. La démocratie, ça aurait entraîné 100 députés du Front National à l'Assemblée nationale. Ça, c'est autre chose. C'est une réforme institutionnelle. Mais non, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est quand il n'y a pas 97% des députés et des sénateurs qui sont pour la Constitution européenne, quand 55% du peuple par référendum est contre. C'est ça la démocratie. C'est quand le mariage, par exemple, et l'adoption homosexuelle est contesté manifestement et ce serait révélé par un référendum, et qu'en revanche, c'est voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Justement. Ça, c'est pas la démocratie. Là. On critique pour faire plaisir au bon peuple, parce que le bon peuple, il commence à se rendre compte que l'Union européenne, il en a soupé, que l'Union européenne, le bilan de l'Union européenne est globalement négatif. Alors, on va sur les plateaux de télévision dire « Oula, l'Europe, il faut une autre Europe, c'est pas bien, il faut changer l'Europe ». Mais moi, je les vois au Parlement européen, les mêmes qui sont sur vos plateaux de télévision et qui, pour faire plaisir au peuple français, critiquent l'Europe. Et ils votent l'intégralité de ce qui constitue la colonne vertébrale d'une Union européenne sauf le budget. Ultra-libérale. Sauf le budget tout récemment. Mais si, écoutez, après c'est des négociations de boutique, mais la colonne vertébrale idéologique de l'Union européenne n'a jamais été remise en cause. Et c'est si vrai, monsieur, que le simple terme de protectionnisme est un gros mot. Vous n'avez pas le droit de parler de protectionnisme dans l'enceinte du Parlement européen. Vous avez immédiatement tous les responsables qui poussent des hauts cris en disant « Mon Dieu, tout sauf le protectionnisme ». La zone euro a eu la croissance la plus faible du monde depuis 10 ans et aujourd'hui, non seulement les peuples européens sont victimes de véritables hold-up, non seulement les pays se suivent et les politiques, les cures terribles d'austérité qui leur sont appliquées se ressemblent. Vous vous souvenez, au début, on avait dit la Grèce est une exception. Puis il y a eu la Grèce, puis il y a eu le Portugal, puis il y a eu l'Espagne. Aujourd'hui, il y a Chypre, demain probablement la Slovénie. Donc je leur lance un appel, je dis aujourd'hui ça touche presque même au processus démocratique. Par conséquent, il faut, vous peuples européens, nous peuples européens, que nous reprenions en main notre destin et je réclame l'organisation de référendums comme je l'ai fait en France, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, pour que enfin les peuples puissent exprimer leur rejet d'une Union européenne qui les a ruinés, qui a atteint très clairement leur identité et qui surtout leur a supprimé toute souveraineté. Est-ce que vous pensez
que la plupart des responsables politiques français sont corrompus? Je pense que je ne vois pas comment les Français pourraient penser autrement, compte tenu du fait que dans les hautes personnalités que l'on voit tous les jours à la télévision, il y en a une kyrielle qui ont été condamnés et qui pourtant continuent à avoir, somme toute, une belle carrière. Parce que c'est ça le Oh bah je pense à M. Hérault, je pense à M. Désir, je pense à M. Juppé, je pense à M. Tapie, je pense à beaucoup d'autres personnalités. Je n'en ai pas la liste sous les yeux, mais croyez-moi, la liste des affaires très graves qui ont secoué la 5e, et c'est peut-être pas terminé, est tellement longue que les Français ne comprennent pas cela en réalité. Parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà, donc vous voyez qu'on est encore dans la manœuvre. Alors un référendum sur la moralisation de la vie publique, etc. Très bien. Ils sont aujourd'hui en train de dire partout, ce qui serait bien, c'est de faire une sorte de commission qui vérifie avant les nominations la moralité, les conflits d'intérêts, etc. Ça tombe bien, c'est encore une fois exactement ce que j'avais proposé dans mon projet présidentiel. Ils ne le feront jamais. Vous entendez? Jamais. Parce que s'ils le font, la moitié de la classe politique ne pourra plus faire de la politique compte tenu de l'état de corruption et d'immoralité de la classe politique en France. Qu'est-ce que vous aimez avant tout chez les Français? Vous les aimez, les Français? Vous aimez la France ou les Français? D'abord les Français, d'abord la France? Les deux, mon capitaine. Les deux, parce que c'est mon peuple. Pourquoi est-ce qu'on aime sa famille? Parce que on lui ressemble, on se ressemble, parce que j'espère avoir les mêmes aspirations, les mêmes rêves que les leurs, et parce que j'ai conscience aussi, et c'est une forme de modestie, je pense que beaucoup de Français l'ont également, que nous ne sommes somme toute que le maillon d'une chaîne qui est une longue histoire dont je dis qu'elle est glorieuse et qu'elle a apporté non pas seulement à son peuple, mais je crois à tous les peuples du monde en fait. Ils ont des défauts, les Français? Oui, bien sûr. Lesquels? Ils sont râleurs, ils sont gaulois. De temps en temps, ils sont atteints par le fatalisme. Mais ils ont des capacités de sursaut qui sont absolument inouïes. Parce que n'importe quel avocat que vous connaissez, vos amis, parce que beaucoup de grands avocats sont les amis de politiques, aurait ouvert ce compte, personne n'en aurait parlé. Donc quelle est la faute de Philippe Peninck, à part d'être l'ami de Marine Le Pen? Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Mais il n'y a pas de faute. Mais quand même, ça permet de parler de Marine Le Pen dans l'affaire Cahuzac. Ça permet à un certain nombre de petits voyous de la presse de faire un parallèle en expliquant que peu ou prou Marine Le Pen aurait donc une sorte de complicité dans la manière dont M. Cahuzac s'est comporté. Puisque c'est votre ami, il aurait pu dire beaucoup plus tôt que c'était lui qui a ouvert le compte en Suisse, puisqu'il nous a dit visiblement que le jour vous l'a dit et ne l'a dit que le jour des aveux de Jérôme Cahuzac. Ah bon, mais sauf que monsieur, vous savez, avril, alors que Mediapart a publié son enquête. Mais dites-moi, les journalistes, eux, ils ont le droit de ne pas donner leurs sources. Eh bien, les avocats, ils sont tenus eux aussi au secret professionnel. Donc, vous auriez voulu qu'ils rompent le secret professionnel pour... Bon, alors vous voyez bien que c'est n'importe quoi cette affaire, et c'est indigne de la part de la presse et de la classe politique que d'avoir tenté de me salir. Je vois bien pourquoi, et quelque part, ça attire l'attention des Français qui se disent, eh bien, s'ils n'ont que cela à reprocher à Marine Le Pen, décidément, sa veste doit être bien propre et bien blanche. Vous dites, on ne tire jamais les leçons. Je veux dire, est-ce que vous trouvez, franchement, je veux dire, DSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac, je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Voilà. Et puis, bon, je suis désolé, mais Monsieur Hollande n'est pas crédible. Comment voulez-vous que je puisse imaginer qu'il est capable de rétablir la moralité à la tête de l'État, alors qu'à la tête du Parti Socialiste, il n'a rien fait contre les fédérations du Sud, qui étaient complètement corrompues, et les fédérations du Nord, qui l'étaient encore plus?
Non, j'ai pas de pardon, mais pour une raison simple, c'est que si vous voulez, j'ai toujours vécu sous les feux des projecteurs. Mon père, comme j'ai eu l'occasion de le dire, a été comme meilleur opposant du système pendant 40 ans, disséqué comme personne ne l'a été dans la vie politique. Donc je n'ai pas de part d'ombre et les Français ne découvriront rien de moi qu'ils ne savent déjà. C'est une grande entreprise. Oui, mais la réalité, c'est que Renault annonce, c'est toujours pareil, ils font toujours la même technique. Ils annoncent des suppressions d'emplois, ils annoncent des fermetures d'usines, et puis après, ils font en réalité du chantage en disant, bon, pour finir, on ne fermera pas l'usine, mais on vous demande d'accepter la déflation salariale. Et pendant ce temps-là, ce que les Français ne savent pas, c'est que pendant ce temps-là, ils continuent à ouvrir des usines. C'était avant dans les pays d'Europe de l'Est, c'est maintenant dans les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, qui vont produire des voitures qui vont rentrer en concurrence directe avec celles qui sont fabriquées en France. Et ça, avec la bénédiction du gouvernement socialiste. Mais encore une fois, je veux dire, soit on rompt avec les règles qui sont en œuvre aujourd'hui, soit on ne rompt pas. Mais si on ne rompt pas, eh bien, il faut que le gouvernement assume les conséquences. Et les conséquences, c'est la multiplication des délocalisations. C'est à terme, évidemment, en fonction de cette fameuse loi de la compétitivité, la fermeture d'usines qui seront considérées demain comme non compétitives par rapport à la concurrence internationale déloyale. Et ce système est un système mortifère.